L'histoire commence après que 3 guerriers nommés Eric, Goran et Lak ont terminé une énorme bataille. Eric se demande si tout est fini, et Goran confirme que les démons se sont retirés. Ils n'ont pas achevé le roi démon, mais ils l'ont sérieusement amoché, ils lui ont arraché un bras, donc Eric doute que le roi démon tente quoi que ce soit d'autre pendant un moment. Cela signifie que tous les 3 vont enfin pouvoir rentrer chez eux. Lak est un peu distrait, cependant, car il est obsédé par le bras sectionné du roi démon, et il se demande s'il peut le convertir en mana. Lak est plongé dans ses réflexions sur comment y parvenir, et Goran fait remarquer que c'est ce genre de choses qui empêche Lak d'avoir une petite amie. La longue bataille est enfin terminée, alors les gars se préparent à dire au revoir à cette lugubre faille dimensionnelle. Eric est un peu contrarié car il a dû manquer la naissance de son enfant, et Goran craint que sa fille ait oublié à quoi il ressemble. Lak dit que les soucis ne finissent jamais quand on a une famille, donc il restera célibataire. Goran lui dit qu'avoir une famille qui vous attend est une chose merveilleuse, et c'est la raison pour laquelle lui et Eric ont pu continuer à se battre. Ils disent à Lak qu'il devrait se dépêcher de fonder sa propre famille, mais leur moment est gâché. Une énorme horde de démons apparaît, et Goran n'arrive pas à croire qu'il y en ait encore autant. Goran et Eric sont héroïques comme toujours lorsqu'ils déclarent qu'il est temps de faire un carnage. Malheureusement, Lak sait qu'ils sont déjà épuisés par le combat, ils ne survivront jamais à un affrontement direct, donc Lak doit trouver un plan. Il dit aux gars de lui laisser tout gérer pour qu'il puisse s'échapper, et il crée plusieurs cercles magiques. Les gars n'arrivent pas à croire ce qu'il dit, et ils refusent de le laisser derrière. Lak doit leur rappeler que le roi démon n'a pas encore été vaincu, une fois qu'il se relèvera, ils auront besoin de la force du héros. Goran dit que cela n'a rien à voir avec lui, un simple guerrier, donc il restera aussi pour se battre. Lak l'arrête et lui rappelle qu'une famille l'attend. Lak n'attend pas leur réponse, et il utilise simplement la magie de terre pour les séparer et les tenir à l'écart du danger. Les gars lui disent d'annuler le sort car il refuse de laisser Lak seul. Lak ne les écoute pas et réfléchit plutôt à pourquoi il fait cela. Les gars ont dit que leur famille était ce qui les soutenait au combat, et pour Lak, ces 2 gars sont comme une famille. Il promet qu'il les rattrapera bientôt, et il leur rappelle qu'ils savent à quel point il peut être têtu. Les avoir près de lui serait trop distrayant, alors Lak les supplie de partir. Eric et Goran savent qu'aucun humain ne pourrait survivre à un tel combat, et s'ils partent maintenant, cela signifierait la fin de la vie de Lak. Les gars essaient désespérément de briser la barrière, mais Lak finit par les renvoyer, et ils ne peuvent que lui dire de ne pas perdre la vie. Avec ses amis en sécurité, Lak se tourne pour faire face aux démons. Il les nargue alors qu'il prépare un sort, et il leur dit que ce ne sera pas facile de passer outre lui. Quelques instants plus tard, nous voyons que Lak a vaincu une montagne de démons, mais il continue d'affluer. Lak peut à peine respirer à ce stade, car il a atteint sa limite. Malheureusement, les choses empirent pour lui, car il est capturé par un général démon. Celui-ci utilise une capacité sur lui, et Lak réalise que sa force vitale est en train d'être absorbée. C'est une attaque appelée Drain Touch, et elle prend également la majeure partie de son mana. Lak est dans un très mauvais état, mais il parvient à retourner la situation contre le démon, d'une manière ou d'une autre, il utilise Drain Touch en retour et détruit le général démon. Lak explique que sa compétence d'apprentissage lui permet d'assimiler n'importe quel sort utilisé contre lui. Il est soulagé car le court répit qu'il vient de s'acheter lui permettra de récupérer sa santé et de reconstituer son mana. Lak fixe l'immense horde de démons et déclare qu'il a l'impression de pouvoir se battre pendant des années. Plus tard, nous voyons que Lak est toujours dans le même combat, et il se demande depuis combien de temps il se bat. Cela fait au moins quelques mois, mais Lak a perdu la notion du temps. Il combat des démons sans arrêt, chaque seconde de la journée, sans le moindre répit. Chaque fois qu'il avait sommeil, il se lançait un sort appelé marionnette, en utilisant ce sort, son corps continuait à combattre pendant qu'il dormait. À force de faire cela si longtemps, Lak a l'impression de ne même plus être humain. Des mois plus tard, Lak reste figé, choqué, en se demandant s'il a enfin vaincu tous les démons. Malheureusement, le combat n'est pas fini, car une attaque le manque de peu et l'éventre presque. Elle venait du roi démon, et Lak dit que la bête a finalement récupéré. Lak pensait que cela prendrait plusieurs années, mais il est content d'en finir. Lak décide de combattre au corps à corps pour empêcher le roi démon d'utiliser sa magie de feu. Il essaie d'utiliser Drain Touch, mais cela ne fonctionne pas, et le roi démon le frappe avec une lame maudite. Cette blessure est plus grave que Lak ne le pensait, donc il doit récupérer rapidement. Malheureusement, Lak doit bloquer une attaque, et celle-ci brise son épée. Lak est dans une situation difficile, mais il rappelle à la bête qu'il est un sorcier, donc il n'a pas besoin d'une épée. Lak lance un sort appelé Enfer prisonnier, et il engloutit le roi démon dans les flammes. Lak sait qu'il ne peut pas gaspiller cette opportunité, alors il enchaîne avec Drain Touch. Tout cela fait partie de son plan car le roi démon est trop occupé à se défendre contre l'enfer pour faire quoi que ce soit contre Drain Touch. Lak dit au démon qu'il est temps pour lui de choisir, soit il laisse l'enfer le réduire en cendres, soit il perd toute sa force vitale. Lak rit comme un fou alors que ces deux sorts agissent à pleine puissance. Quelques instants plus tard, Lak émerge des décombres et se demande s'il a vraiment réussi.
Il retire l'épée du roi démon du sol et célèbre sa victoire durement acquise. Lac retourne à la surface dans ses vêtements en lambeaux après tout ce temps, et il se demande où il se trouve. Il décide de suivre une route à proximité car elle le mènera au moins quelque part. Malheureusement, Lac est fauché, et sa carte d'aventurier a brûlé pendant le combat. Finalement, Lac arrive à ce qu'il croit être la capitale royale, des gardes le repèrent et lui disent de s'arrêter, et Lac ne comprend pas ce qui ne va pas. Lac n'a plus la plupart de ses vêtements, alors les gentils gardes lui donnent de quoi s'habiller. Lac décide de commencer par passer chez Goran, et il est étonné de voir à quel point sa maison est immense. Un majordome lui demande s'il peut l'aider, et Lac dit qu'il aimerait voir Goran. Le majordome demande si Lac a un rendez-vous, mais il n'en a pas. Malheureusement, le majordome ne peut pas le laisser entrer sans rendez-vous, et il suppose que Lac n'est qu'une personne de plus qui prétend connaître Goran. Lac insiste sur le fait qu'il dit la vérité, mais le majordome le fait sortir. Lac dit qu'il ira plutôt à la guilde pour faire réémettre sa carte d'aventurier. En chemin, Lac remarque une statue en pierre qui n'était pas là avant. C'est une statue d'un beau sorcier, alors Lac demande à un passant qui sait. Le passant n'arrive pas à croire que Lac ne sache pas, mais il suppose qu'il vient d'arriver de la campagne. Il explique que c'est une statue du grand saint Lac. Lac est surpris d'entendre son propre nom, et le passant explique que Lac était un grand héros. Il y a 10 ans, il a retenu une horde de démons tout seul à l'intérieur d'une faille dimensionnelle. Ses efforts ont sauvé le monde entier, alors maintenant on se souvient de lui comme d'un grand héros et d'un grand sage. Lac réalise que cela signifie que tout le monde pense qu'il est mort il y a 10 ans, c'est seulement maintenant que Lac comprend qu'il s'est battu là-bas pendant une décennie entière. Lac se rend à la guilde des aventuriers, et un aventurier essaie de lui chercher des noises. Lac l'ignore, ce qui énerve vraiment le type, mais cela n'a pas d'importance. Goran est arrivé, et il devient sérieusement ému lorsqu'il reconnaît immédiatement Lac. Il n'hésite pas à attraper notre héros et l'emmène dans une autre pièce. Goran est ravi de voir que Lac est revenu vivant, et Lac remarque que Goran n'a pas vieilli. Goran admet qu'il a vieilli car 10 années entières se sont écoulées. Goran fait ensuite apporter de la nourriture pour notre héros, et il se goinfre, il mange comme un animal car il n'a rien mangé depuis 10 ans. Il a pu obtenir toute l'énergie dont il avait besoin en utilisant Drain Touch, mais son estomac est resté vide tout ce temps. Goran lui dit de ne pas trop en faire avec la nourriture solide après un si long jeûne, alors il commande plutôt du riz grillé. Goran devient sérieux car il n'arrive pas à croire que Lac ait survécu à ce terrible désastre. Lac explique qu'apprendre à utiliser Drain Touch a fait une grande différence. Juste à ce moment, quelqu'un arrive avec le riz grillé, et c'est en fait Eric. Eric devient très ému car il est heureux de retrouver Lac, et Lac n'arrive pas à croire qu'ils doivent supporter 2 hommes d'âge moyen en pleurs. Eric marque une pause et fait remarquer que quelque chose n'est pas naturel, Lac n'a pas vieilli du tout, et Goran jure qu'il a même l'air plus jeune. Lac dit que c'est ridicule au début, mais il est choqué de voir qu'il a vraiment rajeuni. Lac suppose que cela doit être dû au fait qu'il a absorbé une partie de la force vitale du roi démon avec Drain Touch quand il l'a vaincu. Les gars n'ont jamais été aussi surpris de toute leur vie car ils ne savaient pas que Lac avait vaincu le roi démon. Lac explique que le seigneur démon a ressuscité et est réapparu. Eric révèle que tout le royaume a renforcé son armée en prévision de la récupération et de l'invasion du roi démon. Cependant, maintenant que Lac l'a déjà vaincu, ils doivent une récompense à Lac. Goran appelle Eric Votre Majesté, et Lac est stupéfait d'apprendre que Eric est maintenant le roi. Lac se demande comment cela s'est produit, alors Eric explique que l'ancien roi a estimé qu'Eric méritait cela pour avoir repoussé le roi démon. Quant à Goran, il est maintenant le grand maître de la guilde des aventuriers. Ces deux-là ont vraiment bien réussi, et Goran fait remarquer que Lac est maintenant un sauveur et un grand sage, son titre complet est suprême sorcier, archiduc Lac Franzan. Lac n'en croit pas ses oreilles car il n'est même pas noble, et il ne sait pas qui est Franzan. Eric explique qu'il voulait récompenser les services de Lac, alors il lui a donné un titre noble, c'était la toute première chose qu'il a faite après la construction de la statue. Lac demande à propos de la statue, et Goran pense qu'elle est plutôt réussie. Lac admet qu'elle est bien plus belle que lui en réalité. Eric explique que le sculpteur n'avait jamais rencontré Lac, alors il l'a faite d'après ce qu'Eric et Goran lui ont dit. Lac dit qu'il est surpris que les autres nobles n'aient pas fait d'histoire quand Eric a fait de lui l'un des leurs. Eric fait remarquer que Lac n'avait pas de famille et que tout le monde le croyait mort, donc cela n'a pas posé de problème. Cela amène Lac à se demander si son retour vivant va causer des problèmes maintenant. Lac décide qu'il ne devrait pas changer l'histoire officielle selon laquelle il est mort. Eric se demande ce qu'il va faire maintenant, alors Lac dit que c'est une bonne occasion, il va recommencer à zéro en tant qu'aventurier. Quelques instants plus tard, nous voyons que Goran a donné à notre héros une nouvelle carte d'aventurier. Il explique qu'ils utilisent un sort de masquage d'informations, donc seul le nom Lac apparaît. Lac se demande d'où vient le nom Lac, et Goran explique que son vrai nom est en fait Lac Franzan. Son premier métier de suprême sorcier de rang s'est caché, donc seul son deuxième métier de guerrier franc apparaît. Désormais, il sera connu sous le nom de Lac, le guerrier franc. Goran se demande si Lac va s'ennuyer en recommençant à zéro car il pourrait combattre des ennemis bien plus puissants.
Lac fait rapidement remarquer qu'il a déjà combattu plein d'ennemis puissants. Plus tard, le majordome s'excuse auprès de Lac d'avoir été si impoli avec lui, et nous voyons qu'une fille les remarque. Lac dit que ce n'est pas grave car il n'était pas très présentable à ce moment-là. Lac se rend ensuite à la guilde des aventuriers et parle avec une réceptionniste nommée Aaron. Il dit qu'il aimerait prendre une mission d'extermination de gobelins tout seul. Aaron le prévient que c'est dangereux pour un débutant de faire une mission d'extermination de gobelins en solo, donc elle ne peut pas la recommander. Lac le sait, mais il pense qu'il s'en sortirait bien car il est vraiment de rang et Aaron explique qu'il n'est pas rare que les débutants meurent parce qu'ils sous-estiment les gobelins, elle répète qu'elle ne peut pas lui recommander cette mission. Juste à ce moment, un mage nommé Ario propose à Lac de venir avec lui dans son groupe. Ils sont aussi des aventuriers de rang débutant, et ils pourraient utiliser quelqu'un sur la ligne de front. Aaron trouve que c'est une merveilleuse idée, et elle l'approuve avant même que Lac puisse refuser. Lac accepte à contre-cœur car il pense qu'il est aussi important de former les débutants. À l'extérieur, Ario se présente et révèle qu'il peut utiliser boule de feu, il présente ensuite sa petite sœur, Guinea, qui s'occupe de tout ce qui concerne le tir à l'arc. Lac se présente alors comme un épéiste, et ils partent. Leur voyage commence, et nous les voyons à plusieurs endroits. Guinea expose ensuite tout ce qu'ils savent sur les gobelins, elle explique ce qui a été volé et où la clôture a été endommagée afin qu'ils puissent déterminer la direction d'où viennent les gobelins. En se basant sur les zones d'habitat des gobelins, ils ont déterminé où se trouvent leurs repères. D'après tous les indices, Guinea détermine qu'il y a environ 10 gobelins. Guinea suit les gobelins en observant leurs empreintes, et Lac pense qu'elle est une éclaireuse assez compétente, elle s'en tient à la chasse, et elle est rapide d'esprit, donc elle ne lui semble pas être de rang F. Cependant, Lac remarque aussi qu'elle s'est trompée sur le nombre de gobelins, car elle n'a pas remarqué les empreintes camouflées. Lac pense que les gobelins ne sont pas assez malins pour cacher leurs empreintes, donc il doit y avoir un autre monstre qui les dirige. Lac est sur le point de dire cela à Guinea, mais il décide de ne pas le faire. Il pense qu'on ne forme pas quelqu'un en lui disant tout à l'avance, on peut apprendre beaucoup de l'échec, surtout quand on est jeune. Cependant, maintenant qu'il a choisi de ne pas leur dire, la responsabilité lui incombe. Il regarde les jeunes aventuriers et promet de ne pas laisser leur vie s'achever. Finalement, ils arrivent au repère, qui ressemble à une ancienne mine. Lac dit que cela semble mauvais, mais les frères et sœurs ne comprennent pas pourquoi. Ario fait remarquer que les gobelins sont nocturnes, donc ils devraient attaquer pendant qu'il fait encore jour. Lac prend la tête et dit à Guinea de lui fournir un tir de couverture et de garder l'arrière une fois qu'ils seront à l'intérieur, il dit aussi à Ario de conserver sa magie autant que possible. Le groupe entre et commence immédiatement à éliminer les gobelins. Finalement, ils sont épuisés après avoir vaincu plus de 30 d'entre eux. Guinea fait remarquer que c'est bien plus que ce à quoi ils s'attendaient, alors Lac explique que les groupes comme celui-ci sont souvent dirigés par un gobelin. Ario est presque à court de magie, et Guinea n'a plus que 3 flèches, alors Ario décide qu'il devrait se retirer. Guinea veut continuer, mais Ario dit que c'est trop dangereux car ils sont à court de magie et de flèches. Lac apprécie ce leadership de la part d'Ario car il est d'accord que c'est une bonne idée de partir. Juste à ce moment, ils entendent un bruit terrifiant, et ils voient qu'il provient du seigneur gobelin. Lac trouve cela étrange car la façon dont les gobelins volent le bétail petit à petit signifie que quelqu'un leur donne des ordres systématiques, cela suggère un certain niveau d'intelligence, mais Lac ne ressent rien de tel chez le seigneur gobelin. Cela ne peut signifier qu'une chose, il doit y avoir autre chose qui donne les ordres. Juste à ce moment, une mystérieuse fille apparaît pour attaquer le seigneur gobelin. Elle lui dit de ne pas se mettre en travers de son chemin où il le regrettera. La fille continue d'attaquer le gobelin et elle parvient à atterrir un coup. Malheureusement, la coupure n'était pas assez profonde, donc elle n'a pratiquement infligé aucun dégât. Nos héros la regardent avec étonnement, et elle les remarque. Elle leur dit que s'ils peuvent bouger, c'est leur chance de s'enfuir. Lac ordonne immédiatement à Ario et Guinea de s'enfuir, alors ils se mettent à courir. Ario s'inquiète pour Lac, mais Lac leur dit simplement de surveiller les attaques surprises des gobelins. Ils s'échappent, et Lac est impressionné par Ario parce qu'il savait qu'il ne ferait que gêner. Pendant ce temps, la fille lutte contre le seigneur gobelin, et Lac se demande si elle a besoin d'aide. La fille pensait qu'il s'était enfui, mais Lac dit qu'il n'en a pas besoin. La fille lui dit de faire ce qu'il veut, mais qu'elle n'a pas besoin de son aide. Elle continue sa série d'attaques, et Lac observe attentivement. Il analyse le combat et dit à la fille qu'elle est en train de perdre. Elle est insultée parce qu'il insinue qu'elle est plus faible que cette bête. Lac explique qu'il parlait seulement de son épée. La fille ne comprend pas ce qu'il veut dire, alors elle est choquée quand son épée se brise en morceaux. Lac se demande si elle veut de l'aide maintenant, mais elle refuse à nouveau. Elle dit à Lac de suivre ses amis et de s'en aller. Elle sort son autre arme pour une autre attaque, mais le gobelin la fait tomber. Elle est maintenant en réel danger, alors Lac déclare qu'il a fini de demander. Il est clair qu'elle va perdre, donc il va abattre la bête lui-même. La bête pousse un rugissement terrifiant, et la fille peut à peine le supporter. Lac dit à la bête que c'est trop fort, et il la tranche en morceaux avec une seule attaque. La fille est stupéfaite, et Lac lui demande si elle va bien. Elle ne peut que se demander qui est notre héros,
et elle se présente comme Sia. Elle est la fille de Danton, le chef de la tribu orientale des bêtes. Sia est reconnaissante qu'il l'ait sauvée du danger, et elle demande son nom. Lac déclare fièrement qu'il n'est qu'un aventurier de rang F qui passait par là. Sia est sûr qu'il doit mentir, mais Lac lui montre sa carte d'aventurier. Elle réalise qu'il est vraiment de rang F, mais elle ne comprend pas pourquoi il en est si fier. Ce qui est encore plus étrange, c'est que sa force ne ressemble en rien à celle qu'on verrait chez un rang F. Lac dit simplement que c'est une longue histoire, et il se demande quel est son rang. Sia explique qu'elle est de rang B, et elle a honte d'avoir dit à Lac de s'enfuir plus tôt. Elle a vraiment honte, mais Lac fait remarquer qu'elle l'a fait seulement parce qu'elle pensait qu'il était un débutant. Il dit qu'elle a pris la bonne décision, et il se présente formellement comme Lac. Il se demande ensuite ce qui se cache plus profondément dans le donjon. Sia est surprise, et il fait remarquer qu'il devrait y avoir de bien plus gros poissons ici qu'un seigneur gobelin. Sia cache évidemment quelque chose, et elle fait comme si elle ne savait pas ce qu'il veut dire. Lac fait remarquer que plus tôt, Sia a appelé le seigneur gobelin un sous-fifre. Cela lui a fait comprendre qu'il doit y avoir un ennemi plus puissant quelque part. Sia hésite à dire quoi que ce soit, alors Lac dit qu'elle n'est pas obligée de lui dire. Il commence à se diriger plus loin dans le donjon, et elle se demande où il va. Lac explique qu'il a été engagé pour exterminer des gobelins. Cependant, s'il y a une menace plus grande, il doit s'en occuper pour le bien des villages voisins. Sia est stupéfaite, et Lac dit qu'il vaincra quoi qu'il l'attende. Sia lui dit que ce ne sera pas un adversaire qu'il pourra vaincre si facilement. Elle révèle que ce à quoi ils font face est un seigneur vampire. Lac réfléchit au fait que les seigneurs vampires ont une vitalité anormalement élevée. Ils peuvent aussi se transformer en chauve-souris ou en brume. Il sait que c'est une bête problématique, et il fait remarquer que ce sera beaucoup pour Sia à gérer. Elle se demande pourquoi il dit cela, alors il lui rappelle qu'elle n'a même pas pu égratigner le seigneur gobelin. Sia ne peut pas le nier, mais elle dit quand même qu'elle ne peut pas se permettre de s'enfuir. Lac accepte et lui dit qu'elle peut venir avec lui. Sia se demande s'il veut savoir pourquoi elle ne peut pas reculer, alors il lui demande si elle veut qu'il le lui demande. Elle ne le veut pas, alors Lac dit simplement qu'il ne le fera pas. Sia explique quand même que sa tribu chasse les vampires depuis des générations. Il y a quelque temps, il combattait des vampires et il les avait réduits à un seul. Cependant, après que son père ait été grièvement blessé, ils ont fini par laisser le dernier vampire s'échapper. Cette seule évasion se trouvait être un seigneur vampire. Sia dit que c'est à cause de l'échec de sa tribu qu'il s'est échappé. C'est pourquoi c'est son devoir, en tant que fille du chef, de restaurer l'honneur de sa tribu. Sia révèle qu'elle poursuit ce seigneur vampire depuis plusieurs mois. Maintenant qu'elle sait enfin où il est, elle ne peut pas faire demi-tour. Lac se demande si c'est contre les règles qu'il l'aide à vaincre le vampire et à restaurer l'honneur de sa tribu. Sia explique que non, et qu'il sera restauré même avec son aide. Elle pense quand même qu'il devrait rentrer, car c'est trop dangereux. Lac lui propose simplement de lui prêter son épée car elle ne peut pas se battre sans arme. Elle se demande ce qu'il va utiliser, alors Lac déclare qu'il est puissant même à main nue. Sia remercie son héros et prend l'épée. Au fond d'elle-même, elle réalise qu'il lui donne l'épée pour qu'elle puisse être celle qui abattra le seigneur vampire. C'est un geste vraiment gentil, et elle suppose qu'il bluffe en parlant de se battre à main nue. Quelques secondes plus tard, elle apprend que son héros ne ment pas. Il anéantit complètement deux gobelins avec un coup de pied et un coup de poing. Il leur écrase le visage, et Sia réalise qu'il est vraiment fort même sans armes. Lac est d'accord, et il pense au fait qu'il a commencé comme sorcier. Il faisait partie d'un groupe avec Eric et Goron, qui était incroyablement fort. C'est pourquoi il était cantonné à lancer de la magie depuis l'arrière, mais il était quand même de rang S puis il a passé 10 ans à combattre une horde de démons et le roi démon, donc ses arts martiaux se sont améliorés rapidement. Lac est prêt à attaquer le trône, et Sia est avec lui. Il défonce la porte, et le seigneur vampire les reconnaît. Il appelle Sia une petite chienne et dit qu'elle dépasse ses compétences. Sia lui dit de se taire car il est acculé. Elle jure de l'abattre, mais le seigneur vampire n'est pas impressionné. Il fait remarquer qu'il a fallu toute la puissance de son père pour ne faire que l'égratigner. Il dit que Sia est encore plus faible que son père, donc elle n'a aucune chance de gagner. Sia s'énerve, mais cela ne fait qu'irriter le vampire. Il déclare que, pour avoir montré les dents en sa présence, ce sera la dernière chose qu'elle fera. À ce moment, Lac réalise ce que le vampire a fait, il a fait paraître la meute de gobelins petites pour attirer les aventuriers au fond du donjon. Le seigneur vampire est très impressionné par les capacités de déduction de Lac. Il dit que Lac n'est pas si bête, donc il est qualifié pour être son serviteur. Il remercie Sia d'avoir amené un humain, mais elle ne comprend pas pourquoi. Le vampire fait remarquer que son charme vampirique ne fonctionnera pas sur une simple bête. Cependant, il peut l'utiliser pour transformer un humain en son serviteur. Il utilise son pouvoir de charme, et Sia supplie désespérément Lac de s'enfuir. Le vampire déclare qu'il est trop tard, et notre héros tombe sous son charme. Il ordonne à Lac de venir à lui, et Lac obéit. Sia est horrifiée en réalisant que c'est entièrement de sa faute. Le vampire lui donne alors le choix d'avoir la vie prise par lui ou par Lac. Il rit comme un maniaque maléfique,
Mais tout le monde est stupéfait quand Lac lui donne un coup de poing en plein visage. Le vampire ne comprend pas pourquoi son sort n'a pas fonctionné, alors Lac explique qu'il a une autre résistance aux débuffs mentaux. Le vampire dit que c'est impossible, mais Lac se demande s'il est vraiment un vampire inférieur qui s'est convaincu d'être un seigneur vampire. Sia n'en croit pas ses yeux, car Lac provoque vraiment l'ours. Le seigneur vampire est insulté, alors il attaque notre héros, mais Lac l'envoie valser. Lac continue de le taquiner sur le fait qu'il est un vampire inférieur, alors la bête essaie de se venger. Il utilise son pouvoir des ténèbres et dit à Lac qu'il regrettera le jour où il s'est moqué de lui. Les ténèbres poursuivent Lac, mais il étonne Sia quand il utilise un cercle magique de haut niveau. Il bloque l'attaque du vampire, et Lac enchaîne avec un sort de super vitesse. Il comble l'écart avec son adversaire et utilise alors Drain Touch. Il dit au vampire inférieur qu'il est bon pour absorber la force vitale mais pas pour se la faire prendre. Finalement, Lac aspire toute la vie du vampire, et le vampire ne peut que se demander qui est ce type. Lac se présente simplement comme Lac, l'aventurier de rang F. Le vampire accepte la défaite, mais il dit à Lac de ne pas oublier qu'il a provoqué sa colère. Il prévient que notre héros ne connaîtra plus jamais une nuit paisible. Il se prépare à s'échapper en se transformant en chauve-souris, mais Sia se précipite pour l'arrêter. Elle utilise l'épée de Lac et le tranche en deux. Le vampire ne comprend pas pourquoi il ne peut pas régénérer, et il tombe en morceaux. Il essaie de faire une dernière menace à propos d'un médaillon, mais sa vie prend fin. Sia rend son épée à Lac et fait remarquer que la lame est vraiment tranchante. Elle a aussi senti une sorte de pouvoir à l'intérieur quand elle a tranché le vampire. Lac lui dit qu'elle a imaginé cela, car il sait qu'il ne peut pas lui dire que c'est une épée de roi démon. Sia écarte ensuite la poussière du vampire et trouve ce qu'elle cherchait, un médaillon maudit trouvé à l'intérieur des corps des seigneurs vampires spéciaux. Elle explique que lorsqu'un seigneur vampire avec l'un de ces médaillons à l'intérieur aspire du sang ou prend une vie, une malédiction s'accumule dans le médaillon. Lac pense que ces choses n'existaient pas il y a 10 ans, et il se demande si c'est une nouvelle mode chez les vampires. Le vampire s'avère être encore en vie, et il déclare que le vaincre ne leur apportera pas la paix. Il prévient que le pouvoir du médaillon ouvrira bientôt un portail vers la faille dimensionnelle. Une fois le portail ouvert, d'innombrables démons surgiront et submergeront ce monde, et de l'autre dimension viendront les dieux sombres. Lac pense à la faille dimensionnelle, l'endroit où il s'est battu pendant 10 ans d'affilée. Il nous explique que les humains ne savent pas comment ouvrir un portail vers elle depuis ce côté. Il y a 10 ans, ils ont combattu le roi démon de leur côté. Quand il s'est enfui dans la faille dimensionnelle, Lac et les autres ont sauté avant que le portail ne se ferme. Les portails sont généralement assortis uniquement, c'est pourquoi Eric et Goron n'ont pas pu venir l'aider après être partis. Le vampire dit à nos héros de vivre dans la terreur jusqu'à l'arrivée des dieux sombres. De nombreux seigneurs vampires seront attirés par son médaillon, et l'un d'eux finira par l'obtenir. Lac en a assez entendu, alors il tranche le médaillon en deux. Le vampire est alors horrifié quand il voit que Lac absorbe la malédiction avec son épée. Lac déclare que même si un portail dimensionnel s'ouvre, aucun démon ne viendra. Le vampire ne peut que se demander pourquoi, alors Lac révèle que c'est parce qu'il les a déjà tous vaincus. Le vampire est terrifié quand il réalise que l'épée que tient Lac est l'épée du roi démon. Il remarque enfin que Lac est le légendaire sage, mais avant qu'il puisse le dire à voix haute, Lac met fin à sa vie. Sia rassemble les pièces et se demande si notre héros est vraiment le grand sage Lac. Lac ne répond pas et change de sujet. Il s'excuse d'avoir coupé le médaillon, mais Sia dit que ce n'est pas grave. Ario et Guinéa sont probablement inquiets pour eux, alors Lac dit qu'ils devraient rentrer. Sia se demande si ses amis vont vraiment bien, et il l'assure que oui car ils sont vraiment bons pour des aventuriers de rang F. Sia révèle qu'elle l'a piégé, parce qu'elle l'a appelé Lac et qu'il a quand même répondu. Elle exige de savoir s'il est vraiment le grand sage, et notre héros ne peut plus le cacher. Il lui dit que c'est un secret, et elle promet de le garder au prix de sa vie. Quand il retourne à la guilde des aventuriers, tout le monde est stupéfait de voir la montagne de gemmes de gobelins que nos héros ont collectées. La réceptionniste ne peut que se demander comment ils en ont eu autant, alors nos héros expliquent que la meute était plus grande que prévu. De plus, Sia l'aventurière de Rambé se trouvait là pour les aider à exterminer tous les monstres. Ensuite, Lac se demande pourquoi Ario et Guinéa s'inclinent devant la statue du grand sage. Ils expliquent qu'ils remercient Lac, et ils disent qu'ils devraient faire de même. La protection de Lac est en partie la raison pour laquelle ils ont terminé la mission en toute sécurité. Lac se sent extrêmement mal à l'aise, et Sia ne peut s'empêcher de rire. Tout le monde se sépare, et ils espèrent pouvoir se regrouper bientôt. Sia remercie ensuite Lac pour son aide, car maintenant elle peut restaurer l'honneur de sa tribu. Lac aimerait qu'elle partage les informations sur les vampires que sa tribu apprend, et elle accepte. Il déclare ensuite qu'il ne peut pas laisser la paix qu'ils ont défendue pendant les 10 dernières années s'effondrer. Lac prend une pose héroïque, et Sia dit qu'il ressemble vraiment à sa statue. Lac ne pense pas du tout, et c'est vraiment gênant. Sia dit ensuite qu'elle aimerait que Lac fasse quelque chose, puisqu'il est si proche de Goron. Elle veut qu'il encourage Goron à être vigilant concernant les seigneurs vampires. Elle l'a signalé à la guilde, mais ils doivent encore tout vérifier. D'ici que cela arrive au maître de guilde, il pourrait être trop tard. Lac comprend le danger,
Alors il accepte. À ce moment, Sia donne à Lac la moitié du médaillon car elle n'a besoin que d'une moitié. Cela servira aussi de preuve quand Lac expliquera les choses à Goron. Lac l'accepte, et Sia rentre dans son village. Lac va ensuite voir Goron, qui est vraiment contrarié. Il fait remarquer que Lac a dit qu'il sortait un moment, mais qu'il est parti 3 jours entiers. Il dit à Lac que s'il va rentrer tard, il devrait le prévenir d'abord. Lac n'en croit pas ses oreilles, et il se demande si Goron est sa mère. Il montre ensuite le médaillon à Goron et le prévient qu'il pourrait avoir des ennuis. Lac lui raconte tout ce qui s'est passé, et Goron devient très sérieux. Il s'avère que tous les démons et même le seigneur démon n'étaient qu'une avant-garde pour les dieux sombres. Goron veut qu'une agence spécialisée enquête sur le médaillon, alors Lac le lui prête. Ils ne peuvent que se demander de quoi c'est fait, car cela ressemble à de l'or, mais ce n'en est pas. Ce n'est pas non plus du mithril, et Goron est surpris que Lac ne puisse pas dire de quoi c'est fait car il est sorcier. Lac dit que la seule personne qui a une chance de le découvrir pourrait être un alchimiste. Lac part se coucher, et Goron le remercie d'avoir protégé les aventuriers débutants. Lac dit que ce n'était rien, et il sort. À la porte, Lac est surpris de tomber sur une fille. Goron dit qu'elle s'appelle Célie, mais elle part en trombe. Goron explique que c'est sa fille et qu'elle va bientôt avoir 15 ans. Lac se demande si elle a un problème avec lui. Mais Goron explique que sa fille l'évite en réalité. La raison est qu'il était contre son désir de devenir aventurière. Il admet qu'elle a un potentiel de rambée, mais qu'elle est encore une enfant. Elle manque de la perspicacité et de la prudence dont un aventurier a besoin. Lac fait remarquer qu'on doit les acquérir avec l'expérience, mais Goron n'est pas le seul décisionnaire. Il dit qu'il doit avoir l'avis de sa femme, mais elle est en voyage dans un pays voisin. Avant que Lac ne parte, Goron lui dit qu'il a besoin d'une faveur. Le lendemain, Lac regarde Célie s'entraîner dehors. Il dit qu'elle a définitivement hérité du talent de son père. Il repense ensuite à la faveur que Goron lui a demandée. Il a expliqué que quand Célie aura 15 ans, elle n'aura plus besoin de la permission de ses parents pour s'inscrire comme aventurière. À ce rythme, elle commencera probablement à faire de l'aventure contre sa volonté. Quand ce moment viendra, Goron veut que Lac garde un œil sur elle discrètement. Lac ne pouvait pas refuser, mais il ne s'en réjouit pas. À ce moment, il remarque que Célie lui lance un regard mauvais. Un peu plus tard, Lac se goinfre, et Célie arrive pour le rencontrer. Elle fixe à nouveau notre héros avec colère, et il se demande si elle a besoin de quelque chose. Elle vient droit au but et accuse Lac d'être l'enfant illégitime de son père. Lac n'arrive pas à croire que Célie vient de l'accuser d'être l'enfant illégitime de Goran. Il lui dit qu'elle ne pourrait pas être plus loin de la vérité, mais Célie le traite de menteur. Lac se demande comment elle a pu avoir cette idée, alors Célie lui explique son raisonnement simple. Elle révèle qu'il y a 3 indices qui l'ont mené à cette conclusion choquante. Premièrement, Goran a attendu que sa mère soit partie pour laisser Lac entrer dans la maison. Deuxièmement, Goran semble vraiment ravi depuis que Lac est arrivé ici. Troisièmement, Goran était vraiment inquiet pendant que Lac était absent pendant 3 jours. Célie traite son père d'idiot, et Lac sent la pression monter dans leur famille. On dirait que la famille de Goran est au bord de l'effondrement à cause de ce malentendu. Le serviteur de Célie lance un mauvais regard à Lac, comme s'il lui disait de faire quelque chose. Lac explique que Goran s'inquiétait juste pour un camarade qui s'est battu au loin pendant 10 ans. Célie dit que cela n'a pas de sens, alors Lac essaie à nouveau. Il révèle qu'il est l'un des amis aventuriers de Goran, et qu'il est bien plus âgé qu'il n'en a l'air. Lac est sûr qu'elle doit comprendre maintenant, mais Célie arrive à une nouvelle conclusion. Elle déclare que Lac doit être son grand frère plutôt que son petit frère. Lac insiste sur le fait qu'elle a tout faux, mais elle continue de l'accuser. Elle dit à Lac qu'il peut l'appeler grande sœur, ce qui ne laisse d'autre choix à notre héros. Il lui montre sa carte d'aventurier et lui fait remarquer que le nom de sa famille n'y figure nulle part. Au lieu de comprendre ce qu'il essaie de dire, elle suppose simplement que son père ne reconnaît pas Lac. Elle dit à Lac de ne pas s'inquiéter et lui assure que sa grande sœur s'occupera de cela. Elle va faire reconnaître Lac par Goran, et elle dit que personne ne peut l'arrêter. Célie sait que la vérité pourrait mettre sa mère en colère, mais elle doit donner une leçon à son père. Lac panique parce que la famille de Goran semble vouée à s'effondrer. Il essaie de dire quelque chose à Célie, mais elle lui rappelle de l'appeler sa chère sœur. Lac obéit et se demande si elle peut garder un secret. Célie dit qu'elle le peut, et le serviteur quitte la pièce. Lac retire le sort de masquage de sa licence de guilde et lui montre la vérité. Célie lit le nom Lac Franzan, et elle est stupéfaite de voir qu'il est en réalité de rang S. Lac est soulagé car cela devrait enfin servir de preuve. Célie énumère tous ses titres, grand sage et sauveur et suprême sorcier, archiduc Lac Franzan, elle n'arrive pas à y croire, alors Lac explique qu'il vient juste de revenir de la faille dimensionnelle. Célie prend un moment pour assimiler tout cela et arrive à une autre conclusion ridicule. Elle croit désormais que le grand sage Lac est son petit frère. Célie dit qu'elle a toujours trouvé que la statue de Saint Lac ressemblait un peu à Goran. Elle est plus convaincue que jamais que c'est parce qu'ils sont père et fils. Lac crie que la statue ne ressemble pas du tout à Goran. Célie dit qu'ils ont toujours été frères et sœurs, mais Lac continue de nier. Ils échangent ainsi pendant un moment jusqu'à ce que Lac s'énerve.
Il exige qu'elle l'écoute réellement, et la vérité finit par faire son chemin. Célie s'excuse auprès du grand Saint Lac, et il lui rappelle que c'est officiellement un secret. Lac lui dit ensuite qu'elle s'emballe vraiment trop après s'être convaincue de choses. Lac comprend enfin pourquoi Goran est contre le fait qu'elle devienne aventurière. D'un autre côté, le fait qu'elle s'accroche à ses croyances signifie qu'elle a une forte volonté. Lac décide de demander à Célie si elle veut l'accompagner un moment. Il l'invite à faire une mission de guilde qui n'est pas trop difficile pour une débutante. Plus tard, comme Goran le craignait, Lac a appris à la guilde que Célie s'était déjà inscrite comme aventurière de son propre chef. Si Lac ne l'avait pas emmenée avec lui, elle serait probablement partie faire une mission quand même. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, Lac sent qu'elle voulait s'aventurer dans le monde extérieur à ses propres conditions. Ils font une courte pause près d'un étang pour récupérer leurs forces, puis ils reprennent leur route. Célie finit par parler à un habitant et recueille des informations. Elle apprend que, comme le rapport l'indiquait, des bêtes mythiques ont été aperçues dans cette région. Il y a un cerbère, une hydre, une chimère, un cyclope, et même un dragon géant. Malgré tout cela, il n'y a eu aucune victime humaine. Lac trouve cela très étrange car un dragon ne serait pas si gentil avec les humains. De plus, si toutes ces créatures mythiques sont vraiment impliquées, il est impossible que ce soit juste une mission de rang E. Célie se demande ce que cela peut signifier car ces bêtes mythiques sont si proches de la capitale. Lac explique que la guilde a dû décider que ces bêtes n'existent pas vraiment. Célie ne comprend pas, alors Lac lui dit de réfléchir. Célie se demande quel genre de bêtes n'existent pas mais ont été aperçues. Elle réalise que ces monstres doivent tous être des illusions, et Lac dit qu'elle a raison. Ils avancent et finissent par arriver à l'endroit mentionné dans les témoignages. À ce moment, un dragon géant apparaît devant eux. Célie panique en se demandant s'il s'agit vraiment d'une illusion car il commence à faire assez chaud ici. Lac le confirme car il ne perçoit pas la masse qu'aurait un vrai dragon. Il n'a pas non plus la chaleur d'une créature vivante, mais il admet que c'est une illusion très réaliste. Lac dit à la terrifiée Célie d'aller le combattre, alors elle se lance dans la bataille. Elle court sur le dos du dragon et s'élance dans les airs. Elle tente de frapper la bête à plusieurs reprises, mais sans parvenir à lui faire de dégâts. Lac analyse sa performance et est satisfait de ce qu'il voit. Même sans le parti pris parental de Goran, les capacités de Célie en tant que guerrière la placent au rang B et Célie n'en revient pas de la précision choquante de cette illusion. Il dit que cela va bien au-delà du simple fait de leur montrer un fantôme. Le dragon est en réalité une immense masse de mana, ce qui explique tout. C'est la raison pour laquelle l'épée de Célie le touche et que les frappes semblent réelles et solides. Lac est sûr que cette chose est invoquée, et Célie est complètement trompée en croyant que c'est réel. Le dragon lance une attaque de feu, et Célie en est consumée. Lac décide finalement que c'est le moment d'agir. Il utilise ses compétences de flottaison et de super vitesse pour combler l'écart entre lui et le dragon. Il utilise ensuite sa compétence d'apprentissage pour voler le type de magie d'illusion qui crée ce dragon. Lac recule ensuite et prépare son prochain sort. C'est toucher drainant, il consomme donc le mana du dragon jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Célie continue de se débattre en croyant être brûlée vive. Lac lui dit qu'elle peut s'arrêter, et elle n'arrive pas à croire qu'elle n'est pas brûlée. Lac doit lui rappeler qu'elle combattait juste une illusion. Il explique qu'affronter une illusion de front est une bataille perdue, et Célie regrette qu'il ne le lui ait pas dit avant. Elle se demande alors ce qu'on est censé faire contre les illusions si on ne peut pas les combattre. Lac dit qu'il faut trouver le lanceur et le vaincre à la place. Si on ne peut pas déterminer où il se trouve, il vaut mieux juste s'enfuir. Célie pense que s'enfuir serait ennuyeux, mais Lac fait remarquer que c'est mieux que de perdre la vie. Lac dit ensuite à l'illusionniste de sortir de sa cachette car il sait qu'elle écoute. Il déclare qu'ils peuvent discuter de tout cela puisque l'illusionniste n'a blessé aucun villageois. Lac dit qu'il sait que le lanceur doit avoir une raison pour essayer d'éloigner les gens. Il explique qu'ils sont ici sur une demande de la guilde, donc ils doivent enquêter, que l'illusionniste le veuille ou non. Une voix de jeune fille répond enfin, et elle dit qu'il y a quelque chose qu'elle doit protéger. Lac se demande si ce qu'elle essaie de protéger doit rester ici, alors la voix dit que le déplacer n'est pas facile. Lac comprend, donc il dit qu'ils peuvent simplement dire à la guilde qu'ils ont échoué la mission. Cela ne le dérangerait pas du tout d'échouer, mais Célie panique absolument. Elle dit qu'elle ne veut pas avoir un échec pour sa toute première mission. Lac lui dit que ce ne sera pas si grave, et elle se demande seulement ce qu'elle va dire à son père. Lac revient au sujet et explique la situation à l'illusionniste. Il dit que s'ils échouent à cette mission, d'autres aventuriers viendront à leur place. Il prévient que ces aventuriers pourraient être du genre à forcer l'illusionniste à révéler son secret. Il pourrait même l'attaquer, et Lac aimerait éviter cela. La voix est d'accord avec lui, alors elle se révèle enfin. Célie voit ses cornes et sursaute en réalisant que c'est une démoniaque. La jeune fille cache ses cornes, mais elle est choquée lorsque Lac complimente son illusion. Il dit aussi qu'elle masque parfaitement sa présence. Il est vraiment impressionné, et la jeune fille le remercie pour le compliment. Lac se présente ainsi que Célie, et la jeune fille révèle alors qu'elle s'appelle Lusra. Célie se demande pourquoi Lac est si gentil avec elle car les démoniaques sont connus pour être des êtres maléfiques. Lac explique que c'est juste une idée fausse.
Les démoniaques sont des mages et des guerriers puissants, mais ils ne sont pas guerriers. Lac dit qu'il aimerait savoir ce que Lusra essaie de protéger. Elle dit à nos héros de la suivre, alors ils se dirigent vers la forêt. En chemin, Lac se demande seulement pourquoi Lusra a décidé de lui faire confiance. Elle fait remarquer que son illusion n'a pas fonctionné sur Lac, ce qui signifie qu'il doit être un sorcier plus fort qu'elle. Malgré cela, il n'a pas essayé de découvrir son secret par la force. C'est ce qui lui a fait réaliser qu'elle pouvait lui faire confiance. Finalement, ils arrivent à une ruine de l'Antiquité. Lusra les fait entrer et dit à quelqu'un nommé Gerberga qu'elle est de retour. Lac est stupéfait quand il voit à qui elle parle, et Célie fait remarquer que c'est un poulet. Lusra prend grandement offense car Gerberga le séraphile n'est pas un poulet. Célie est sûre que si, mais cela n'offense que davantage Lusra. Lac la calme et dit qu'il aimerait en savoir plus sur Gerberga. Lusra explique que c'est un séraphile, c'est-à-dire un poulet doté de pouvoirs divins. Célie dit qu'elle avait raison en le traitant de poulet à maintes reprises, et la colère en Lusra commence à grandir. Lac intervient à nouveau car il aimerait en savoir plus sur les pouvoirs divins. Lusra explique que le séraphile que sa tribu vénère est aussi l'ancêtre de Gerberga. On dit qu'il a éveillé le monde entier par son chant. Ce chant a tracé la ligne entre le jour et la nuit, rendant claire la frontière entre les mondes. C'est pourquoi il peut aussi empêcher les choses d'aller ou de venir d'autres dimensions. Lac réalise que cela signifie qu'il peut probablement fermer l'entrée d'une faille dimensionnelle. Il pense ensuite à l'avertissement que le vampire lui a donné. Il a dit qu'une fois le portail ouvert, d'innombrables démons submergeraient le monde. Après eux viendraient les dieux sombres d'autres dimensions. Lac comprend que Gerberga est ciblé par les vampires. Lusra révèle ensuite que sa tribu a soudainement été attaquée par une nuée de vampires. Ce fut un terrible massacre, et elle fut la seule survivante. Le chef lui a confié Gerberga, et elle s'est dirigée vers ses ruines. Lac se demande pourquoi elle a choisi cet endroit, et elle explique que c'est un ancien temple. Le chef lui a dit qu'il possède une barrière qui repousse les vampires. Célie suppose qu'ils n'ont pas été attaqués ici, mais ce n'est pas le cas. Lusra révèle qu'ils ont en fait été attaqués maintes et maintes fois. Ils sont en danger constant et doivent compter sur ses illusions. À ce moment-là, Lac dit qu'il devrait venir avec eux à la capitale royale. Il révèle qu'il n'y a en fait pas de barrière autour de cet endroit, donc ils sont en danger. C'est pourquoi notre héros déclare qu'il protégera Gerberga. Il dit que l'épée du roi démon est là devant eux pour une seule raison, et c'est parce qu'il a vaincu le roi des démons lui-même. Lusra est stupéfaite car cela signifie qu'il est le grand saint Lac. Elle n'arrive pas à croire qu'il ait survécu contre les démons, et elle est abasourdie lorsque Lac s'agenouille devant elle. Il jure alors qu'il protégera Gerberga le séraphile de sa vie. Il fait remarquer que l'oiseau possède le seul et unique pouvoir qui sauvera le monde. Lusra a bien fait de le protéger jusqu'à présent, alors Lac la remercie, elle et sa tribu, au nom de tous. Lusra est très émue car elle a fait tout cela pour sa tribu. Elle n'arrive pas à croire que le séraphile qu'ils ont tous protégé sauvera le monde. En plus de cela, le grand saint Lac vient de la remercier, et rien ne pourrait la rendre plus fière. Lusra repart avec nos héros, mais Célie fait remarquer que Lac est un squatteur chez elle. Elle n'est pas sûre que Goran laisse Lac garder un animal de compagnie, mais Lusra doit préciser que Gerberga n'est pas un animal de compagnie. À ce moment-là, Lac doit pousser Lusra hors de danger alors qu'un vampire les attaque. Lac envoie ce type valser, mais il a des acolytes. Ils exigent de savoir qui est notre héros, mais Lac refuse de donner son nom à des vampires inférieurs. Ils n'aiment pas qu'on se moque d'eux, alors ils utilisent un renforcement pour devenir plus forts. Lac comprend qu'ils sont là pour Gerberga, alors il décide qu'ils peuvent laisser un seul d'entre eux s'échapper. Il utilise un sort appelé flèche magique, et d'un claquement de doigts, il fait pleuvoir des flèches sur les vampires. Il enchaîne avec un sort de feu, et les vampires hurlent d'agonie. Ils sont effacés de la surface de la terre, mais l'un d'eux tente de s'enfuir. Heureusement, Gerberga s'en occupe en utilisant son chant. Il est si fort qu'il désintègre le vampire, et le vampire réalise que le séraphile ne permettra à personne de s'échapper. La vie du vampire est terminée, et tout le monde célèbre. Célie est stupéfaite, et Lac se demande si c'est vraiment le pouvoir du séraphile. Lusra confirme que oui, et elle explique que lorsque le vampire s'est transformé, Gerberga a tracé une frontière. Elle déclare que face au pouvoir du séraphile, rien n'est autorisé à exister en pleine transformation. C'est pourquoi, lorsque le vampire a tenté de se transformer, il s'est réduit en cendres. Célie se demande s'ils ont vraiment besoin de fuir les vampires alors que Gerberga a des pouvoirs aussi incroyables. Lusra explique que son pouvoir ne fonctionne que lorsqu'ils se transforment, ils sont donc vulnérables le reste du temps. Célie dit quand même que le poulet est incroyable, et ils rentrent chez eux. À leur arrivée, ils croisent Sia. Elle attendait Lac car elle est revenue de son village. Célie se demande qui elle est, alors Lac explique que Sia est une aventurière de Rambé et Sia dit bonjour, et Célie se présente comme l'apprentie de Lac. À ce moment, Sia chuchote à Lac qu'elle a quelque chose d'urgent à lui dire, alors ils entrent. Là, elle révèle à Lac que les vampires préparent quelque chose de vraiment énorme. Elle a aussi appris qu'il y a un haut seigneur vampire qui les dirige tous. C'est un roi des rois qui contrôle tous les seigneurs vampires. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif.
N'oubliez pas d'aimer la vidéo.